le cœur du réacteur de l'entrepreneuriat, c'est l'énergie de la personne. C'est la seule chose pour moi qui compte. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de rencontrer des personnalités passionnantes, inspirantes. Le fait de me dire que je vais travailler à leur côté et que je vais les élever, que eux aussi vont m'élever, en fait, je trouve ça fascinant. L'inspiration, elle est importante parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment de la société où tout ce qu'on fait doit avoir du sens. Donc tu as fait des belles études. L'objectif derrière, c'était vraiment de bosser dans un grand groupe. C'était quand la dernière fois, depuis 20 ans, que tu as parlé de carrière ? Comment tu as déconstruit ça ? Tu es sereine avec l'avenir et l'incertitude ? Est-ce que ne pas avoir de vision et faire le kiff, tu vois, de juste faire ? Est-ce que c'est pas ça qui te permet en fait, d'aborder l'entrepreneuriat avec de la naïveté ? En fait, je pense que stratégie ou pas stratégie, en fait, finalement... Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Alors non, il n'y a pas le logo derrière moi, car on a déménagé. Et en général, c'est des très beaux podcasts, ça aussi. Bref, je suis dans un lieu magnifique, mais ce n'est pas moi qui vais le présenter, je vais laisser mon invité le présenter. Avant ça, j'ai une question. Habituellement, je te demande comment ça va, mais je vais te demander dans quel mindset es-tu actuellement, Clarisse ? Je suis dans un mindset hyper positif, beaucoup d'énergie, énormément d'énergie et beaucoup de positivité. Ça tombe bien parce que je t'ai dit ce soir... Je flippe. J'ai un Ouais, gros c'est vrai, tu m'as événement. raconté, absolument. Voilà, je vais monter sur scène, faire du stand-up, et là j'ai besoin que tu me rassures, Clarisse. Donc on va être en zone de confiance aujourd'hui. Bon bref, on va mettre les pieds dans le plat, on se rejoint parce que c'est le podcast qui s'appelle Dans la tête d'un CEO. Tu es CEO et fondatrice de quelle boîte ? De l'agence Melchior, qui est une agence de communication spécialisée dans l'art de vivre. Voilà, j'ai fondé cette boîte il y a 15 ans maintenant. C'est la 15e année et donc je la préside aujourd'hui. Voilà. Tu l'as lancé comment ? C'est quoi le use case ? Je l'ai lancé en fait, j'ai pour habitude de dire que c'est un peu sur un malentendu. En fait, j'étais encore étudiante et c'était juste donc moi j'ai fait Sciences Po et en 3e année en fait j'ai fait une année de césure et j'ai fait cette année de césure au Bristol. Voilà. Et juste après cette année de césure, j'ai repris mes études pour être diplômée. Et là, j'ai eu l'opportunité, en fait, d'aider quelqu'un que je connaissais à lancer un restaurant. Moi, ça me permettait d'avoir un tout petit peu d'argent de poche, de financer mon train de vie étudiante. Ouais. Et donc, j'ai créé une petite boîte pour facturer un peu des prestats. Et finalement, je ne l'ai jamais fermée. Voilà. Tellement. Tu l'as fait sans t'en rendre compte. T'es devenue entrepreneur ou entrepreneuse, comme tu veux, mais sans t'en rendre compte ? Ouais, sans m'en rendre compte et surtout, c'était pas du tout mon projet de vie. Moi, je suis issue d'une famille pas du tout dans l'entrepreneuriat. Donc forcément, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Ça m'était totalement étranger. Ouais. Et donc, c'était pas du tout mon chemin de vie initialement. T'as été éduquée dans quoi ? Enfin, ils faisaient quoi, tes parents ? Mon papa était cuisinier. Voilà. Ouais. Et après, il s'est reconverti, la autre chose, mais en tout cas, papa cuisinier, maman préparatrice en pharmacie. Voilà, donc pas du tout, en tout cas, entrepreneur et surtout, à part mon papa, plutôt une famille dans l'univers de la santé. Ok. Bon, ouais, mettre les pieds dans le plat aussi. Moi, je pensais que c'était avec ton mari que tu avais commencé ça. C'est ton mari ou pas la première personne dont tu parlais ? Pas du tout. Pas du tout, Pas on du est tout, d'accord. pas du tout, non, pas du tout. C'était pas mon mari. Le premier restaurant que j'ai lancé, c'était le Renoma Café Galerie avenue Georges V. Voilà. Ah, sympa, ok. Ouais. C'était un bon study case parce que c'était un restaurant finalement pas si facile que ça à lancer à l'époque. Ouais. Et donc il fallait vraiment, j'ai beaucoup sué pour arriver à le lancer et j'étais contente du travail qu'on avait fait, donc ça m'avait plu. Voilà. Trop cool. Et après toujours évidemment sous le regard très bienveillant et attentif et supportif de mon mari. On va en parler, c'est drôle, je t'ai demandé un petit peu, est-ce que être une femme dans l'entrepreneuriat, ça t'a parlé, toi, et tu m'as dit, pas du tout, ça n'a pas été un sujet. Ouais. Par contre, être femme d'eux, et je suis sûr que ça, tu vois, ça pousse les gens aussi à faire des choses, et tu vas nous expliquer tout ça. J'ai envie qu'on prenne une belle étape en arrière. Je crois que tu fêtes les 15 ans avec l'agence Melchior, Ouais, on est absolument. d'accord ? Bon, malheureusement... Ah ben attends, il est à côté le coffret ou pas ? Il est à côté, je vais le chercher. Eh ben vas-y, et moi je vais bien parler pendant ce temps, comme ça il n'y a pas de temps mort. Bon déjà je remercie Clarisse qui m'a envoyé un coffret magnifique, et je préfère vous le dire, ce sera la déco première de ma prochaine boîte, qui rejoint exactement mes valeurs. Donc je sais pas si vous voyez le coffret, on peut l'ouvrir ou pas ? Bien sûr. Ouais, je vais être assez délicat, je ne lirai pas le petit mot que j'ai eu, mais j'en suis très fier. Et alors, attendez, je vais vous montrer, il y en a, je pense qu'il y a, allez, je vais vous montrer quelques photos, mais il y en a surtout une ou deux qui sont très importantes. Eh ben, écoute, elle est incroyable celle-là.
Allez, tu sais quoi, on va juste montrer celle-là. Voilà. Je sais pas si les gens arrivent à lire, donc c'est des très C'est belles le rêve. illustrations. Qui est-ce qui les a faites? Morgane Rospar, c'est une créatrice, illustratrice qui est une amie à moi dont j'admire énormément le talent. Ouais. Elle est graphiste de formation et en fait elle crée des ex-libris. Elle a remis, elle a remis au goût du jour des ex-libris qui sont en fait des tampons avec lesquels on marque nos livres. D'accord. Voilà, donc c'est déjà très très poétique. Elle a un trait que j'aime beaucoup. Je suis d'accord. Et donc, je lui ai demandé de faire de mettre en dessin ces 15 mots qui me tenaient à C'est cœur. toi qui les as choisis, les valeurs? Oui, bien sûr, bien évidemment. Valeurs. Ouais, bien sûr. Bah, je vous spoil. Voilà, c'est le rêve. C'est trop drôle, c'est le premier. C'est le premier que j'ai sorti là. Bah, Et- est-ce qu'on peut entreprendre sans rêver? La réponse est bien évidemment non. Exactement, et moi je te le dis dès maintenant, on en a déjà parlé un peu off, ça va pas du tout être le sujet de ce podcast, mais à tous les auditeurs et auditrices qui me regardent depuis quelques années, je vais pas vous inspirer à entreprendre prochainement, je vais vous inspirer à rêver, et j'espère que parmi vous, il y en a qui vont créer des choses, et comme Clarisse, entreprendre sans s'en rendre compte, donc voilà. Un grand merci, dédicace à mon petit frère qui a mis ses gros doigts dégueulasses dessus et je l'ai embrouillé direct. Bon, je le remets bien. Et est-ce que tu peux m'expliquer? On va commencer par ça. C'est une question que je voulais te poser. J'y pensais dans le taxi là en venant. Ça fait 15 ans. Ouais. Si on se parlait il y a 20 ans. Bon, c'est la petite blague, j'avais 10 piges, mais ça, faut pas le dire. C'était quoi l'entrepreneuriat pour toi? Est-ce que ça te parlait? Il y avait une résonance ou pas du tout? Ça ne me parlait absolument pas, puisqu'encore une fois, n'ayant jamais évolué dans cet univers, je ne me pensais pas capable déjà d'entreprendre. Ok. Je n'avais jamais envisagé ce parcours de vie. Et en plus de ça, c'était quelque chose de très obscur pour moi. Voilà. Et la personne qui m'a vraiment... C'était quoi ta rêve? C'était qui l'entrepreneur ou l'entrepreneuse que tu connaissais quand tu dis c'est obscur? J'ai absolument personne qui me vient en tête. Ah, là, comme ça? Non. En fait, pour moi, mon idéal un peu de réussite, c'était plutôt les grandes entreprises. Moi, je me disais, voilà, sortie d'études, je me voyais bien diriger la com ou le marketing d'une grande boîte. Toujours, Pourquoi? je sais pas, c'est peut-être c'est des stéréotypes. C'est la de sécurité réussite. ou pas? Il y avait un rapport à l'argent? Non, pas du tout, mais en fait, je pense encore une fois qu'on ne m'a tellement jamais inculqué cette notion d'entrepreneuriat que je l'avais même pas dans ma tête. Voilà. Ok. Et donc toi, là, tu nous disais à moitié, mais donc tu as fait des belles études. L'objectif derrière, c'était vraiment de bosser dans un grand groupe. Ouais, pour moi, c'était monter ça la une réussite. carrière. Ouais, c'est drôle. Hein. En y repensant, je me suis dit qu'en fait, ouais, il y a 20 ans, la réussite pour moi, c'était de bosser dans un grand groupe. C'était quand la dernière fois, depuis 20 ans, que tu as parlé de carrière? Je parle jamais de carrière. I know. Absolument jamais, parce qu'en fait, je pense que le parcours professionnel qu'on peut avoir, c'est tout simplement c'est des rencontres. C'est un chemin qui est ponctué de rencontres. Voilà. Et en fait, moi, je pense que quand on pense trop à la carrière, finalement, souvent, on la rate. C'est comme quand on pense trop à l'argent, finalement, c'est là où on n'en gagne pas. Et je pense qu'en fait, il y a toujours ce rapport en fait où finalement, je suis dans une vision idéale beaucoup plus grande que ça. C'est pas, je fais pas ce métier pour faire carrière, ça ne m'intéresse pas. Comment t'as déconstruit ça? Parce que tu l'avais à un moment quand t'étais au début de ta carrière. Au début de ta carrière. Ah, j'aime pas ce mot, je déteste. Moi, il m'a traumatisé ce mot. Tu sais, genre, en fait, je pars du principe que carrière, c'est chaque étape que tu fais, c'est pour un objectif, mais à plus 15. Et je vais te poser cette question juste avant. T'es sereine avec l'idée que demain, tu vois, tout peut s'arrêter, comme demain peut y avoir une nouvelle opportunité incroyable. T'es sereine avec l'avenir et l'incertitude? Oui, oui, tout à fait. Je suis absolument. C'est pas quelque chose du tout qui me tracasse. Ouais. Et au contraire, je trouve ça très enthousiasmant de pas savoir de quoi l'avenir est fait. Ouais, vraiment. Ouais. Et pour la petite histoire, quand j'ai ouvert cette boîte pour facturer en fait des prestats, sachant que j'avais absolument aucune ambition dessus, clairement, et que en fait pour moi c'était simplement temporaire. Je voulais le fermer ensuite. Et je disais très souvent à mes proches qui me le redisent, mais après je ferai un vrai truc. Et en fait, quoi? C'était pas légitime pour toi? Non, pour moi c'était juste le temps de gagner un tout petit peu d'argent. Ça rentrait pas dans mon chemin de ce que j'envisageais comme carrière. Et les premières années de la boîte, je me rappelle que
justement, j'avais aucune vision j'avais pas de vision de carrière, j'avais pas de chemin tout préconçu, j'avais pas de strat. Je savais pas ce que c'était une stratégie à l'époque. Parce que je me laissais vivre, je travaillais en me disant, voilà, le jour où je trouverai un vrai travail, je le ferai, donc dans une entreprise. Et ça a duré, je dirais, pendant presque 4 ans. Ah ouais, quand Quand même. même, ouais. Où je me disais, bon, allez, ça marche, tant que ça marche, je continue, mais un jour, je ferai un vrai truc. Ah ouais. Et C'est ça a quoi le été... déclic, ouais. Bah, je pense que ça a été à partir de 2013-2014, où vraiment, on a gagné en notoriété. Les gens sont quand même beaucoup plus venus nous chercher. Donc t'as eu de l'intérêt Ouais, sans et faire c'est là où d'effort. vraiment la boîte a vraiment commencé à bien tourner. Ouais. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, à un moment donné, il faut quand même que je prenne une décision. Et il faut quand même que j'assume ce que je fais. Et que si je le fais, j'y aille à fond. Voilà. Je veux te poser cette question parce que on est en train d'intellectualiser un truc que tu n'as pas intellectualisé à l'instant T. D'ailleurs, est-ce que ne pas faire de strat, est-ce que ne pas avoir de vision et faire le kiff, tu vois, de juste faire sans penser à les retombées et l'objectif final, est-ce que c'est pas ça qui permet en fait d'aborder l'entrepreneuriat avec de la naïveté? Je pars du principe que vu que tu ne te rends pas compte de tout ce que tu fais, tu stresses pas, quoi. Alors ça, c'est sûr. Le fait d'y aller la fleur au fusil fait qu'il y a une sorte d'incandescence qui est fabuleuse en fait, hein, dans un début une construction de boîte. Après, je pense que très rapidement, quand même, ne pas avoir de stratégie, c'est dangereux pour un entrepreneur. Vraiment. Mais au tout début, tu conseillerais de pas avoir de strat quand c'est pas tu te lances, c'est la première action. Tu testes, tu vas juste en parler à des gens, etc. J'ai l'impression que mettre des strats, ça te met trop d'attentes. Et trop d'attentes, moi, ça m'empêche de me mettre à l'action. Tu Ouais, vois je tout comprends ça ce ou que tu pas? veux dire. Ouais. En fait, je pense que stratégie ou pas stratégie, en fait, finalement, pour moi, ce qui compte et l'essence même, le cœur du réacteur de l'entrepreneuriat, c'est l'énergie de la personne. En fait, c'est la seule chose pour moi qui compte. Quand je travaille avec des gens qui sont dans mon équipe, qui sont des clients ou des partenaires, etc., je suis toujours fascinée par l'énergie que peuvent dégager certaines personnes. Et en fait, pour moi, un entrepreneur, il a une sorte de niveau énergétique hyper haut qui fait qu'il va embarquer n'importe qui dans n'importe quel projet. Un entrepreneur timide, antinomique pour toi? Ou va falloir qu'elle se fasse violence? Ouais, peut-être que c'est plus compliqué d'embarquer quand on est un peu timide, mais je suis quand même relativement timide. Ouais, j'ai demandé, toi, Mais tu parles d'énergie. Quand tu la donnes à des gens, ça te nourrit ou ça te coûte? alors moi, je me nourris de l'énergie des autres. Ok. Je me nourris de l'énergie des autres, en fait. Et je pense qu'après, moi aussi, je donne de l'énergie aux gens qui m'entourent. Mais moi, ce qui me plaît le plus dans mon métier, clairement, c'est de rencontrer des personnalités passionnantes, inspirantes. Et je vais le fait de me dire que je vais travailler à leur côté et que je vais les élever et que eux aussi vont m'élever, en fait, je trouve ça fascinant. On peut dire que c'est c'est une du émulation. noble égoïsme. On peut enlever l'argent, tout ça, et juste se dire que les gens que tu rencontres, tu vois, de prime abord, c'est des gens qui t'intéressent à titre perso. Ah oui, complètement. Alors, de toute façon, on fait un métier où il me semble très compliqué de travailler avec quelqu'un auquel on ne croit pas, qui a des valeurs auxquelles on n'adhère pas, ou alors qui a une philosophie qui n'est pas la nôtre. Pour moi, c'est totalement impossible. C'était pas de tes clients? Ou tu dois te dire que ça pourrait être tes potes, même s'il y a une Alors, barrière? forcément, avec le temps, il y en a beaucoup qui sont devenus de vrais amis. Et après, je pense que de toute façon, quand on fait de la communication, on touche vraiment à l'ego des gens. On voit ce qu'ils ont dans les tripes. Et c'est là où on voit une personne totalement démasquée. Je pense quand on rentre vraiment dans la stratégie de boîte d'un dirigeant, quand on travaille sur sa communication, c'est là où on voit qu'est-ce que quelqu'un a dans le ventre. Et on peut pas mentir. On peut jamais mentir. T'as dû être, je pense que c'est une très belle vertu, la vulnérabilité. Ouais. C'est aussi dur de le donner à n'importe qui. Est-ce que toi, tu te souviens, par exemple, avec l'agence Melchior, la première fois où tu as été vulnérable, où tu as vu une sorte de risque, tu vois, et on t'a renvoyé ta valeur. On t'a dit « aie confiance », t'es au bon endroit au bon moment.
Je pense que la vulnérabilité, ça n'est pas du tout un défaut, une faiblesse, au contraire. Mais je pense que ce qui est un défaut, c'est de ne pas avouer sa vulnérabilité. C'est de pas en être conscient même. Voilà. Mais il y a des gens qui sont toujours dans une façade, à dire non, moi je suis fort, je n'avoue jamais ma faiblesse. Voilà. C'est pas le cas pour toi? Il y a jamais des moments où tu mets ce masque parce que... Jamais. 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 Absolument jamais. Clarisse. Jamais. Tu vas m'aider là. Là, on va parler de moi là. Bon, j'ai mis une petite intro, mais ce soir, j'ai les chocottes. J'ai vraiment une question. Le fait de monter sur scène, malgré que je fasse ce podcast, j'ai déjà fait de la scène, c'est cool, mais on parle pas de moi, on parle de vous, mes invités. Là, ce soir, je dois me mettre à nu. Bon, pas à poil, mais t'as quand même compris, je dois livrer. Est-ce que t'as un tips? Et je te dis ça parce que j'ai l'impression que t'es assez sereine avec l'incertitude, que demain, tu vois, tout le monde pourra pas rigoler à mes blagues. Comment je peux me conditionner pour me dire... Moi, mon pire truc, c'est, tu vois, je fais une blague, elle marche pas. Je reste fixé là-dessus, j'oublie toute la fin de mon texte. C'est la pire chose qui puisse m'arriver. Ouais, je comprends, bien sûr. Confiant dans mes blagues ou dans la manière que je le joue. Mais si je bégaye, je peux perdre ma confiance en moi. T'as un petit tips là-dessus ou pas? Je pense que déjà, le fait de prendre du plaisir fait que tu rayonnes. Quand tu prends du plaisir, tu rayonnes. Et l'énergie. Et encore une fois, l'énergie que tu vas dégager, si tu as envie de faire, si toi tu te fais plaisir et que tu as envie de faire plaisir aux gens qui vont t'écouter ce soir, en fait, il va se passer quelque chose, il va y avoir une émulation dans la salle qui va faire que même si à un moment donné, tu loupes un truc ou que tu passes à côté, etc., c'est pas grave. Demain, tu remontes sur ton cheval, tout de suite la minute d'après et tu continues. De toute façon, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est que même quand tu échoues à un moment donné, tout de suite, tu remontes sur le cheval et tu traces. Et pour la ça, personne qui va réussir, c'est pas le meilleur, c'est celui qui ne lâchera jamais. Donc ce soir, si je bide, faut que je focus sur l'énergie. Exactement. Et tout de suite, tu repars en conquête. Je t'envoie un texto ce soir. Bon, revenons à Agence Melchior. Tu peux me parler de ton premier client? On en a un petit peu parlé rapidement, mais j'aimerais comprendre le fait que tu n'as pas intellectualisé, à quel moment tu as pris conscience, même pas confiance, conscience de ta valeur. Je pense que j'ai toujours pas conscience de ma valeur. Vraiment? Ouais, vraiment. Donc tu penses que le succès de toutes les OP que vous faites avec Agence Melchior, c'est dû à tes équipes et à tes clients, pas à toi? Alors, je suis très très dure dans le jugement que j'ai envers moi-même. Je vois ça. Donc, je suis consciente de certaines choses que je peux apporter, mais encore une fois, je suis tellement, je me challenge tout le temps en permanence que je me dis rarement, voire jamais, je pense, là c'est vraiment bien, tu peux être fier de toi. Je dis à mes équipes, on peut être fier de nous, mais je dirais jamais, là, voilà, je suis fier de moi. C'est pas important ou c'est pas, y a pas une limite à ça? Si, bien sûr. Après, je pense que dans ce cas-là, c'est bien d'avoir des gens bienveillants autour de soi qui vont dire, mais en fait, là, si, tu peux être fier de toi. Ah bon, on va parler de l'entourage juste après, mais je reviens à cette question. Du coup, tu t'es senti comment avec ta première OP qui s'est bien passée? C'est quoi le message que tu as envoyé à ton cerveau à ce moment-là? Soulagé, ouais. Et après, ça m'a donné confiance en moi quand même, forcément. Mais pas assez pour te dire je lâche ma carrière à proprement dit. Non. Il te fallait encore 4 ans. Ouais. T'as gagné quoi pendant ces 4 ans pour arriver à ce constat de te dire mon plan A, en fait c'est un plan B quoi. Mon plan A il est sous mes yeux, je suis en train de le faire depuis 4 ans. En fait, je pense que quand j'ai commencé à faire de la communication dans l'univers de l'art de vivre, je n'avais pas conscience que je la faisais différemment des autres. Et ça, c'est un point qui est crucial. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait d'études de communication. Donc pour moi, c'est quelque chose de très intuitif. T'as pas bossé en agence de com ou... Jamais. J'étais étudiante, j'ai monté ma boîte. Enfin, j'ai même monté ma boîte avant d'être diplômée. Donc forcément, on ne m'a jamais appris la communication. Jamais. Je n'ai jamais fait un seul cours de communication de ma vie. Et c'est une force quand tu dois être créatif. Alors moi, je pense que c'est une force parce que forcément, j'ai toujours fait de la communication différemment. Je vais caricaturer un tout petit peu, mais quand j'ai commencé à faire ce métier, donc dans les années... je suis rentrée au Bristol, c'était en 2007.
quand on parlait des RP, la RP des hôtels et des restaurants, grosso modo, c'était un rat de cocktail qui buvait du champagne et qui faisait rire les gens, quoi. En gros, il y a 20 ans, c'était ça. Du networking un peu, quoi. Ouais, voilà, mais c'était vraiment, et à l'époque, les gens parlaient tellement de manière assez dégradante de ce métier que je trouvais que c'était limite, je trouvais que c'était un sous-métier, quoi. Alors qu'en fait, je trouve qu'on fait le plus beau métier du monde parce que la communication, ça requiert des compétences qui sont totales. Il faut être évidemment intelligent, il faut être cultivé. Curieux. Il faut avoir curieux, il faut avoir une véritable intelligence émotionnelle, une intelligence de la situation. Et en fait, il faut aimer les gens. Mais qui t'apprend ça ? Qui te parle dans ta vie d'intelligence émotionnelle ? Bah malheureusement, on n'en parle pas assez. Mais ça, c'est un autre sujet. T'as mis le doigt à quel moment, toi ? C'est après avoir eu tes succès que tu t'es dit « Ah, je suis peut-être intelligente émotionnellement parlant. » Non, mais en fait, quand on aime les gens et qu'on s'intéresse aux gens et qu'on parle avec eux, c'est quelque chose qui est naturel. Mais en fait, moi, je trouve que je fais un métier fabuleux et que, justement, j'avais tellement honte au début de voir comment on jugeait une nana qui faisait de la communication que, justement, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement autre chose. Et en fait, maintenant, et depuis 10 ans, 15 ans, on ne fait plus de la communication comme on en faisait avant. Aujourd'hui, la communication, ça demande de la stratégie, ça demande de la réflexion. Ça demande vraiment une vision 360. C'est pas juste on lance un hôtel, on appelle 3 journalistes, on lance un restaurant, on appelle 5 influenceurs. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, il faut anticiper plein de choses. Alors, il faut travailler sur une stratégie très précise, sur différents publics. Il faut travailler d'abord sur une stratégie de prise de parole dans les médias, auprès des créateurs de contenu, auprès des key opinion leaders, relations publiques. Il faut construire une stratégie globale, offline, online. Il faut penser à tous les aspects. Il faut aussi penser à quel timing, comment on va cadencer sa stratégie de communication. Et en fait, tout ça, c'est un métier exigeant. Mais ça, la communication est un métier intellectuellement exigeant. Je suis plus que d'accord avec toi, mais là, tu nous parles de process. Moi, je veux parler de tes clients. On ne naît pas bon communicant. On l'apprend. Est-ce qu'il y a des clients, tu vois, tu ne dois pas les dénaturer, j'imagine, quand ils passent dans tous ces différents médias. Bien sûr. Tu fais ce coaching, c'est vraiment, on est sur la communication. Pour moi, allez, je te pose cette question, mais tu es dans le business de l'humain. C'est que de l'humain quand tu parles d'intelligence émotionnelle. Oui, mais je pense que c'est comme tout. Dans la vie, il y a des métiers qui s'apprennent. Et aussi, il y a forcément des personnes qui ont plus de capacités que d'autres. Voilà. Vous pouvez très bien transposer ça à la cuisine. Si demain, Yacine, tu vas dans un resto, tu peux avoir un cuisinier, un chef qui est super bon, tu vas très bien manger. Et pourquoi un autre chef qui a fait la même carrière, le même parcours, etc., pourquoi il finira 3 étoiles ? Parce qu'à un moment donné, il y a ce que tu apprends. Il y a ce que tu retransmets aussi. Et il y a aussi ce que tu as au fond de toi. Tu peux avoir un vrai talent. Et en fait, je trouve que c'est fabuleux dans la vie de trouver sa voie pour exercer finalement un métier où on a quand même un certain talent et aussi un métier qui nous passionne. Donc, ils ont tous un talent, tes clients. Mais c'est quoi le truc qu'ils ont en plus des autres ? Qu'est-ce qui se passe pour être accompagné par l'agence Melchior ? Ils sont inspirants. Ils sont inspirants. Ils le savent ? Nous, en fait, c'est comme ça qu'on choisit les clients. C'est qu'en fait, on se dit... Notre baseline, en fait, c'est de dire que on accompagne les acteurs les plus inspirants de l'art de vivre. Okay. C'est un peu notre critère de choix parce qu'on a la chance de choisir nos clients. L'inspiration, elle est importante parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment de la société où tout ce qu'on fait doit avoir du sens. Rien n'est gratuit. Tout ce qu'on fait, un consommateur est un consommateur et tout ce qu'on fait doit est pesé et mesuré. Et donc, on ne va jamais, on n'achète jamais quelque chose, on ne va jamais dans un restaurant, on part jamais en vacances comme ça sans raison. Tout a du sens. Tout a une stratégie, une vision, exactement. un impact. Et donc, aujourd'hui, l'inspiration qu'on peut créer, que quelqu'un peut créer, c'est le socle de la réussite. Ça enrichit humainement, on est d'accord ? Bien sûr. Et je suis sûr que que le travail t'a changé un petit peu, t'a formaté. C'est quoi les signaux que tu peux déceler ? Je sais que tu as des enfants, mais ça va être plus compliqué de parler d'eux, mais peut-être de leurs camarades, tu vois, où tu te dis, lui ou elle, là, il ou elle ne le sait pas,
mais il a une passion, il a une énergie, il a quelque... Comment tu le vois, ça? Et c'est là où tu me parles d'intelligence émotionnelle et c'est très En dur fait, de théoriser. je trouve qu'on reconnaît beaucoup. Moi, ce que je repère chez les gens, c'est leur sensibilité. Ok. Je Voilà. suis sensible, moi, ou pas? Ouais, très, je pense. Ouais, Très. ok. Ouais. La sensibilité c'est une qualité d'être très sensible. Si tu le domptes, ça peut aussi être quelque chose qui te fait beaucoup défaut. Et moi, ça m'a fait défaut longtemps, quoi. Ouais, bien sûr, mais quand on sait, en fait, il faut savoir s'en servir. Ouais, c'est ça. Mais souvent, les hypersensibles sont des créatifs extraordinaires. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui sont sensibles ont un univers. Ce sont des gens qui peuvent créer facilement, qui ont beaucoup de richesse intérieure. La sensibilité appelle une richesse intérieure. Tu t'identifies à ça, toi? Moi, je suis très sensible, ouais. Ouais. Beaucoup trop. Beaucoup trop? Mm. Donc, il y a des Ouais. moments où c'est galère? Ouais, bien sûr, parce que parfois c'est un peu compliqué de me blinder face à des situations où ça pourrait couler facilement sur moi et ouais, je suis très sensible. Est-ce que, je vais grave t'embêter là, c'est le philosophe slash psy qui prend la casquette, mais enfin qui met ma casquette, pardon. Est-ce que le perfectionnisme, que je suis sûr que tu as, lié hypersensibilité mais mixé avec ce côté perfectionniste, ou est-ce qu'en réalité t'es hypersensible donc t'es perfectionniste? Non, ce Non, il sont n'y a deux pas de choses. corrélation. Ah non, c'est deux Ok. choses totalement différentes. Je pense qu'on peut être hypersensible et pas forcément perfectionniste. Ok. Après, effectivement, je pense que je suis perfectionniste à l'extrême. À l'extrême. Parfois, je pense que la vie est plus légère quand on l'est un peu moins. Est-ce que c'est pas le moment de parler de l'entourage? À qui tu devrais une dédicace par moment pour savoir mieux peut-être gérer tes émotions, ta sensibilité? Bon, j'ai des idées, mais je sais pas si même d'un point de vue pro, il y a d'autres personnes. Non, en fait, bien sûr, il y a des gens qui m'entourent depuis toujours et qui sont extrêmement supportives et très bienveillants. Avec le temps, avant de te répondre plus en détail, Vas-y. il y a une chose auquel je suis très attachée, c'est la nécessité justement de m'entourer seulement de personnes qui ont justement cette douceur et cette bienveillance. Ça n'a pas toujours été le cas. Et faut pas s'infliger ça en fait. Alors moi, je te pose cette question. À quel moment tu arrives à capter que ces gens-là sont pas faits pour toi et que c'est pas toi le problème? Dans les épreuves de la vie, je pense. Dans les épreuves de la vie, parfois, on voit qui est vraiment là et qui est vraiment là avec de toutes ses forces, avec beaucoup d'amitié, d'amour, de support. Voilà. Bon, j'imagine du coup que tu as pu vivre des déceptions, mais tu as aussi pu vivre des super moments. Moi, je veux parler de ces super moments. Bien Quand sûr. toi, tu es peut-être mal, tu as besoin de quoi à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on te dit ou comment on te fait sentir pour que ça aille mieux? Je pense que mes proches connaissent très bien mon perfectionnisme à l'extrême. Et en fait, dans ces cas-là, quand il faut un peu redescendre en pression, Ouais. juste le message, c'est sois plus cool avec toi-même, en fait. Voilà. Et est-ce que être dur avec soi-même, ça fait que t'es dur avec les autres? Oh bah évidemment. Ça. Donc ça va pas changer. Aide-moi un peu. Moi, je laisse jamais rien passer pour moi, donc je laisse jamais rien passer pour les autres. Oh, mais ok, ce serait presque antinomique des gens que t'aimes de pas avoir la même exigence qu'avec toi-même. Évidemment. Bon, on Après, salue tes enfants. Mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que mine de rien, j'assume beaucoup plus ça maintenant. Parce qu'avant, au tout début de ma carrière, quand je bossais avec les gens, j'osais peut-être pas le dire au premier rendez-vous, en disant, en fait, Moi, je cachais un peu ça. Et parce que peut-être que je l'assumais pas, ou peut-être que je ne m'en étais pas rendu compte encore. Mais en fait, maintenant, moi, je le dis, bosser avec moi, c'est dur. C'est dur parce que je suis exigeante, parce que je suis sur tous les coups, quoi. Moi, Et tes équipes, elles kiffent ou pas? Bah, j'espère, ouais. Moi, je pense qu'elle kiffe, ouais, bien sûr. Bah non, mais quand même. En fait, les gens qui sont avec moi depuis très longtemps, bien sûr qu'ils ont compris. Puis moi, je pense qu'en fait, on s'élève. Mais j'allais te dire, on est-ce qu'on peut s'élève. être ambitieux, bien sûr, sans être exigeant, en fait? Est-ce que c'est... Alors, je pense que quelqu'un qui n'est pas ambitieux ne peut pas travailler avec moi. Vraiment. Pour moi, c'est pas possible.
Et impossible. les gens qui bossent avec toi, est-ce que tu les recrutes pour les skills qu'ils ont à l'heure actuelle ou pour leur potentiel d'apprentissage et d'évolution? Pour les skills. Pour les En fait, skills? j'ai pour habitude de dire que on ne changera jamais quelqu'un. Ok. Par contre, on peut tout lui apprendre. Mais on peut pas déceler des choses, on peut pas voir un potentiel, même si cette personne l'a pas encore exploité, et se dire Si, elle mais va par grandir contre, à nos côtés. elle a peut-être elle a. Moi, je recrute quelqu'un sur le savoir-être, hein, sur l'humain, justement sur l'énergie que je ressens. Donc pas le savoir-faire, donc c'est pas forcément juste les skills au final. Non, c'est pas que les skills. Ok. C'est vrai qu'en fait, Ou les soft skills quoi. Mais... les soft skills. Ouais. Ce qui est très important pour moi, c'est ce que dégage la personne, et ce qu'elle a dans le ventre. Bon. Voilà. Est-ce qu'on parlerait pas de ton mari? J'allais dire ça fait quoi d'être femme d'eux, mais là j'ai l'impression de parler à une femme de footballeur. Tu t'es senti comme ça ou pas par moment? Bah oui, parce les que femmes c'est vrai de que footballeurs, ça quand aide tu m'avais pas. posé la question, tu m'avais dit est-ce que quand on s'était parlé pour préparer ce podcast, tu m'avais demandé si le fait d'être une femme avait posé un problème dans ma carrière. Absolument jamais. Moi, je suis pas du tout. Moi, je trouve ça fabuleux d'être une femme et ça ne m'a jamais posé aucun problème ni aucune difficulté. Par contre, être femme d'eux, oui. Parce que dans l'univers dans lequel j'évolue, on a tendance à rattacher les gens voilà, à leur connexion, à qui ils sont, etc. Ouais. Et on est tous la fille de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Donc si elle accompagne des chefs étoilés, c'est parce qu'elle est mariée à un chef étoilé? Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est là où je dirais que ça me fait défaut, c'est qu'il y a quand même pas mal de chefs qui, par le passé, n'ont pas forcément voulu travailler avec nous parce que j'étais mariée avec un autre chef. Ah, c'est intéressant, ouais. ça. Okay. Ils se disent, je sais pas, ils doivent se dire que je vais servir les intérêts que de mon mari. Alors que j'ai bien prouvé le contraire. Hein. Mais ils sont même pas ils sont compétiteurs tous? Ils sont pas plus confrères? Je sais pas comment dire. Il y en a pas tant que ça des chefs étoilés. Bah, dit qu'il y a du business, il y a de la compétition. Ouais, ouais. On reste humain, quoi. Bien sûr. Mais c'est pas le cas, en fait. Okay. Y a certains chefs avec qui on travaille qui, justement, se sont dit, elle fait du super boulot pour son mari, donc voilà, c'est un gage de lecture, en fait. Voilà. Un biais. Il y a une grille de lecture qui est différente, ouais. En tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes, mais aussi ça m'en a fermé. Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais bon, tu fêtes tes 15 ans. Enfin, vous fêtez les 15 ans de la chance Melchior. Donc, je crois que, voilà, toute chose arrive pour une raison. Moi, je voulais te poser cette question. Je crois que c'est le moment où je suis en train d'oublier la fameuse question par podcast. Non, si, clairement. Est-ce que, allez, je te titille, est-ce que tu t'es senti presque illégitime au bout d'un moment sur la partie cuisine? Donc, tu as ouvert toutes ces autres verticales, beauty, lifestyle, événementiel, ou pas du tout? Absolument pas. Alors, je pense que pour le coup, je suis extrêmement légitime sur la gastronomie. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, je suis experte dans ce que je fais. C'est d'abord la gastro? Alors, j'ai commencé par la gastronomie. En fait, mon expertise est intimement liée à mes passions. Voilà. C'est très simple. Moi, dans la vie, j'ai 3 passions très fortes. La gastronomie, l'hôtellerie et la beauté et le bien-être. C'est vraiment... Enfin, je suis profondément animée par ces 3 univers. Donc, tu as lancé toutes ces verticales, ce vertical. Tu as commencé à couvrir ces marchés. On parle même plus de légitimité, on parle d'envie. Tu avais envie de commencer à bosser avec des gens comme ça. J'avais envie, et le fait que ce soit des univers qui me passionnent, j'ai une connaissance, j'ai une expertise. Donc, pourquoi pas? J'ai commencé en faisant de la gastronomie. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, je suis plus qu'experte dans ça. Je pense que chez Melchior, aujourd'hui, nous sommes clairement en capacité d'accompagner d'être des experts sur des gestions de carrière dans la gastronomie ou des gestions de marque dans la gastronomie. Vraiment. Parlons pas de carrière. Pour des talents, on peut parler de gestion de carrière, je pense. Surtout quand tu es créatif. Ouais, je pense que pour des chefs, etc., c'est pas. Enfin, on peut, pour un chef, on peut vraiment parler de gestion de carrière. On parle d'art quand on parle de gastronomie. C'est de l'art pour toi? Bien sûr, évidemment. Même pour eux, ce sont des artistes? Ce sont des artistes artisans. Voilà. Ah, intéressant. Ouais. Okay. Parce qu'il y a un côté très artistique, évidemment, dans la haute gastronomie, mais il y a aussi un côté d'artisanat. Avec les mains, quoi. Exactement, et aussi dans toujours un aspect très éphémère. Voilà. Ouais. On peut passer des heures à préparer une recette qui sera mangée une assiette qui sera mangée en 5 minutes. Putain, trop drôle, je disais ça
J'avais un sketch de stand-up où je dis j'aime bien faire à manger, mais franchement, 45 minutes pour juste une part Bah ouais. que je vais engloutir en 10 minutes. Après, on me dit ouais, mais fais 4 parts. Ouais, mais j'ai pas envie de manger 4 fois la même chose de suite. Bref. Oh, des bonnes inspi. Attends, qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, Non, et après, pour revenir à ce que tu disais, ouais. moi, j'ai commencé par faire de la gastronomie. Et en fait, tous les univers aujourd'hui sur lesquels nous intervenons sont des univers qui sont très liés. Et en fait, Hospitality, aujourd'hui, on a commencé en fait à accompagner un restaurant. Ayant une expertise sur les restaurants, on a commencé après à travailler avec des chefs. Les chefs, parfois, sont des chefs dans des hôtels. Donc on a commencé à travailler avec des hôtels. Dans les hôtels, on traite aussi de 2 autres sujets. le wellness. Le wellness avec les spas et aussi tout le côté déco-design avec l'architecture. Voilà. Et en fait, au final, le chemin s'est fait de manière très naturelle. On n'a jamais forcé le destin. C'est des opportunités. Ce sont des opportunités Tu et les on as a demandées construit. ou elles sont venues à chaque fois? C'est toujours venu de manière très naturelle, Ok. vraiment. Donc Et t'as pas petit fait à de petit, strat réellement. non. Voilà, Et ok. petit à petit, ça s'est fait de manière très naturelle. Et aujourd'hui, et encore une fois, toujours lié à mes passions. Un exemple très concret, j'aime bien la mode, mais c'est pas une passion. Je n'ai Fashion aucune Week. expertise. Non, si je n'ai aucune expertise dans cet univers, donc je sais que je ne ferai pas de la mode parce que je ne sais pas en faire et ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que une passion ne se nourrit pas, notamment quand tu arrives au bout de d'autres passions par moment? Est-ce que c'est pas possible? Non. J'ai encore 1000 choses à creuser dans les passions qui sont les miennes. Bon, et je veux parler du fait déjà sur toutes ces passions-là. C'est quoi le point commun, selon toi? Entre toutes les verticales, si tu veux plus parler des verticales que vous attaquez avec l'agence Melker, c'est quoi le point? Un certain art de vivre. L'art de vivre, quand on dit qu'on est une agence de communication dans l'art de vivre, qu'est-ce que c'est l'art de vivre? L'art de vivre, en fait, c'est un art de vivre, une certaine façon de jouir de la vie dans les différents univers. Il y a un côté très épicurien dans l'art de vivre. Et moi, je suis une vraie épicurienne. Et quelle culture nationale au monde incarne mieux cet art de vivre? La France, bien sûr, mais Tu peux caler le Maroc si tu veux aussi. alors, Mais si, vous avez des clients bien plus à sûr, bien Marrakech. sûr, bien sûr. Tu m'invites Bien quand sûr. tu veux. C'est un pays que j'aime beaucoup. Royal Mansour, c'est ça ou Ouais, on travaille pour les hôtels, la collection Royal Mansour, qui sont pour moi les plus beaux hôtels au monde, de très loin. J'ai une immense fierté à accompagner ces hôtels. Pour la petite histoire, j'avais séjourné au Royal Mansour quand on ne travaillait pas avec eux, à Marrakech à l'ouverture en 2012. J'avais été profondément émue par cet hôtel. Cet hôtel m'avait bouleversée. Et c'est devenu tes clients. Et c'est devenu mes clients. Et quand j'ai remporté l'appel d'offres, je me rappelle que le directeur marketing m'avait appelé et je ne pouvais plus parler au téléphone tellement que je pleurais. Tellement que j'étais heureuse. C'était un des grands moments de ma carrière. Est-ce que la vente, c'est 100% de l'émotion? Ou est-ce que ce qui fait la différence dans une vente, c'est du rationnel ou irrationnel? Dans une vente, c'est-à-dire? Bah, quand je dis une vente, un appel d'offres, qu'est-ce qui a fait que tu as gagné ce jour-là? J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma passion, toute ma sincérité dans ce projet. C'est J'ai ça tout qui mis. a fait la diff? Bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, L'énergie. si ça La n'avait seule pas chose qui fait la matché, différence dans la vie, c'est l'énergie. si ça n'avait pas matché, c'est que ça matchait pas niveau énergie. Exactement. C'est pour ça qu'on fait très 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 peu d'appels d'offres. On a la chance de pouvoir avoir un business model qui fonctionne sans appel d'offres, puisqu'en fait, on refuse beaucoup de clients et on ne va que sur les projets qui vraiment nous intéressent, et encore une fois, auxquels on croit. Et ça nous arrive d'être sollicités sur des appels d'offres. On peut en faire, on doit en faire, je sais pas, entre 3 et 5 par an, Okay. ce qui est très peu pour une boîte d'une taille comme la nôtre. Et pourquoi? Parce qu'un appel d'offres, c'est très exigeant, ça demande du temps, ça demande un investissement. Quand on fait un appel d'offres, on y va pour le gagner. Voilà. Par exemple, en 2024, on a été sur 5 appels d'offres, on en a gagné 5. Voilà. T'en as déjà perdu. Ça fait très longtemps que j'ai pas perdu un appel d'offres. Ça te fait chier ou tu l'acceptes en te disant, enfin, c'était it was not meant to be. Je sais pas comment le dire en français, mais tu vois. Bien sûr que quand ça m'arrive, je le vis assez mal. Mais par contre, déjà, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, donc je m'en rappelle plus trop. Et en plus de Ça fait plaisir. voilà. Et en plus de ça, quand ça m'arrive aujourd'hui, je suis très, je dirais que c'est le destin, c'est que c'était pas fait pour nous. Ça te redonne encore plus envie d'y aller et d'aller chercher autre chose. Ouais, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Je voulais parler d'une chose. Tu parles de l'art de vivre.
Et je parle de l'Allemagne, moi. Je voulais, je voulais dire. Ouais. Est-ce qu'ils sont réputés pour leur art de vivre? Ça, c'est la petite punch, désolé. Mais plus sérieusement, pourquoi vous êtes... Il me semble que vous êtes en Allemagne aussi? Ouais, bien sûr. Ouais, En fait, pourquoi? Comment ça se fait? déjà, aujourd'hui, dans les univers de l'art de vivre, tout à l'heure, je t'ai expliqué que tous les univers sont très liés. Et qu'en fait, si je peux revenir sur un sujet qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'art de vivre, c'est un univers qui est hautement stratégique. Pourquoi? Parce que il y a 15 ans, l'art de vivre était vu comme un univers très léger. L'art de vivre n'était que légèreté, n'était que jouissance et que plaisir. Et souvent, ça m'était arrivé de parler avec des agences qui font de la communication sérieuse, corporate, économie, business, finance, etc., qui nous regardaient avec beaucoup de condescendance. Ah oui, tu fais de la com dans l'art de vivre. Et en fait, aujourd'hui, elles veulent toutes s'y mettre. Parce qu'en fait, déjà, l'art de vivre est un sujet éminemment politique, culturel, diplomatique, que beaucoup, finalement, beaucoup de grands patrons, beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent investissent dans ces sujets parce que l'art de vivre plaît à tout le monde, ça parle à tout le monde, et que finalement, il y a des projets absolument fabuleux qui se créent. Et l'Allemagne, opportunité pour vous? Alors, l'Allemagne, opportunité, oui, parce que on a beaucoup de clients. Ouais. Alors, l'agence, elle a 4 ans maintenant. Et en fait, on a beaucoup de clients aujourd'hui dans le monde entier. Même si la France reste un très beau pays, on est très heureux de bosser dans beaucoup de pays. Et justement, c'est un enrichissement énorme de bosser avec le Maroc, l'Italie, le Brésil. C'est des pays vraiment qui sont fascinants et ça nous apporte tellement de bosser à l'international aujourd'hui. Et on avait beaucoup de clients, on a toujours beaucoup de clients qui nous disent, voilà, je cherche une agence dans tel marché, tel marché, tel marché. L'Allemagne est beaucoup revenue. L'Allemagne revenait beaucoup. Et en fait, on recommandait toujours d'autres agences. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ce qu'on a fait en France, pourquoi ne pas le faire ailleurs, finalement? Parce que, je reviens à ce que je disais au départ, on fait de la communication dans l'art de vivre différemment des autres. Oui, mais c'est vraiment culturel, non? C'est-à-dire que ce que tu mets dedans pour un étranger, il va dire c'est français, non? Ou pas du tout? Pas du tout. Non, c'est pas une barrière culturelle à ce niveau-là. Okay. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à ce process Melchior, de communiquer sur de l'art de vivre. On peut le faire partout. Donc on l'a fait en France, ça fait 15 ans. On l'a fait en Allemagne, ça fait 4 ans et ça marche très bien. À chaque fois, on arrive et on dans un certain sens, on disrupte l'univers. Et la façon de... on craque le game, en fait. Parce que tu fais un benchmark, tu regardes la compétition ça, c'est le secret du savoir-faire Melchior, que je ne vais pas révéler aujourd'hui. Moi, je vois juste que tu t'es lancé pendant 4 ans, sans études, donc sans études scolaires, je veux dire, et surtout, j'ai l'impression que tu n'as même pas regardé la compète. Peut-être au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, en fait, on le fait tellement mieux qu'eux que pas besoin de... C'est ça le secret Melchior ou quoi? Non, mais en fait, on a une façon de construire une stratégie pour un projet. Okay. On a, en fait, la base de toute la réflexion et la base de Melchior, c'est la stratégie. Elle repose sur... Alors, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, mais si on... Bref, je sais que tu peux pas me balancer la secret sauce, mais en gros, il y a une sorte d'étape qui est intangible, qui est de balancer les 5 valeurs cardinal autour de cet événement, autour de cette communication, et ensuite tout en découle? Comment tu mets la vision? Non, pas du tout, mais en fait on a une façon de penser, l'accompagnement à nos clients qui, je pense, est assez unique. Okay. Et qui fait que c'est vraiment, voilà, c'est un savoir-faire Melchior. Ce savoir-faire a toujours très bien marché en France, et c'est pour ça qu'on a grandi bien et vite en 15 ans. C'est aussi pour ça qu'en 4 ans, on a vraiment... voilà, on a été game changer sur le marché allemand, clairement, parce qu'en 4 ans, donc j'ai fait cette boîte avec mon associé qui s'appelle Laure Munch, qui est extraordinaire. C'est très rare de trouver chez une personne, dans une seule et même personne comme Laure, autant d'énergie, de passion, d'exigence, de rigueur. Elle a vraiment... Autant de toi, quoi. En tout cas, on se ressemble beaucoup. Ça, c'est cool, ça. Et en fait, un jour, il y a un entrepreneur qui m'avait dit ça, il faut gagner du temps en s'entourant des gens qui nous ressemblent.
Alors, qui nous ressemblent parce que il faut pas des clones, hein, bien évidemment, mais il faut des gens qui ont il y a un socle de valeurs communes qui De font que valeurs. Pas de même expérience, mais de valeurs. ah ouais, les valeurs c'est fondamental. Et c'est drôle parce que moi, de mes 20 à 30 ans, bon, j'ai été poussé par mes parents qui sont, voyage, rencontre des gens. J'ai la chance de parler anglais depuis assez jeune, donc tu vois, c'est un truc qui m'a nourri. Et je pense à mon frère et ma sœur qui eux adorent voyager. Moi, je suis casanier aujourd'hui. C'est vrai? Mais de ouf. En fait, ben regarde, mon podcast, c'est de rencontrer des gens au quotidien. D'ailleurs, j'écoute pas de podcast. Moi, je préfère le dire. Genre, j'ai tellement de conversations et pareil que toi, à un moment, j'ai commencé à en écouter et il y avait un côté où bon, c'est dur de faire son autocritique, mais en même temps, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que ce que les gens aimaient dans mon podcast, c'était l'impro et l'énergie. Et je me suis dit, il faut pas que je le change ça. Et là, je suis grave en train de perdre. Pourquoi je te racontais tout ça? Parce que tu ne voyageais pas et qu'entre tes 20 et 30 ans, Exactement. Et aujourd'hui, je me dis, non, en effet, aujourd'hui, je me dis, je vais de plus en plus, c'est même pas que vers les gens qui me ressemblent, c'est vers les gens auprès de qui moi je veux ressembler. C'est-à-dire que, bon, il y a des entrepreneurs, mais il y a aussi des artistes qui transparaissent avec tu vois, qui ont des messages, notamment en termes de communication. Je pense à un certain Omar Sy. On est en contact. Non, mais plus sérieusement, à chaque fois qu'il est là pour faire de la promo, par exemple, il est conscient de l'influence qu'il a, notamment sur la jeunesse. Il a toujours un message culturel, sociétal, qui dépasse en fait juste le cinéma. Et moi, c'est des choses qui, genre vraiment, la question que je lui poserais, mais pourquoi tu fais ça en fait? Qu'est-ce que ça te nourrit en toi? Et voilà, je sens que je m'identifie sur certains trucs. Je dis pas que je ferai Lupin ou autre demain, restons tranquilles. Je voulais te poser juste cette question, mais franchement, je suis vraiment un mauvais podcasteur si je te la pose pas après avoir parlé de France, Brésil, Allemagne. Où est-ce que vous allez tout défoncer en 2025 ou dans les prochaines années? Quel marché? Ah, ben c'est encore secret, mais on va le révéler très bientôt. C'est géographique ou c'est une nouvelle verticale? C'est géographique. Ok. Voilà, nouveau pays, quoi. T'es excité? Ouais, bien sûr, je suis très excitée. Ouais. Okay, bah, de toute façon, moi, j'adore développer, j'adore créer, en fait. C'est pas développer que j'aime, c'est créer. J'adore créer. Et dès qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, créer, bah forcément, ça m'excite. Est-ce qu'il y a une date de péremption pour toi à la tête de Melchior et de lancer toutes ces nouvelles créations? Pas du tout, je me suis jamais posé la question, encore une fois, parce que je n'ai pas de plan de carrière. Non, tant que je kiffe et que je suis heureuse et que je suis épanouie, je continue. Il y a un truc où je veux savoir ça. Est-ce que tu prends ton pouls par moment? Et quand je dis ton pouls, P-O-U-L-S, c'est de se dire est-ce que je suis toujours aligné entre ce que je fais au quotidien? Mais comment tu fais? T'as un petit tips à partager là-dessus? Je pense que je le constate à mon niveau d'énergie et d'entrain. C'est-à-dire que si, par exemple, je peux traverser une semaine où j'ai moins envie, j'ai moins la niaque, je me demande pourquoi j'ai moins la niaque et je trouve l'explication. Tu fais toute seule ça? Ou tu le fais avec quelqu'un? Non, je le fais toute seule. Okay. Puis après, moi, j'échange beaucoup. J'adore échanger avec Mathia, qui est notre directeur général. On échange beaucoup. J'adore échanger avec Laure, avec mon mari. Je parle beaucoup. En fait, je parle beaucoup. Et moi, le fait de parler participe aussi à ma réflexion. Et par exemple, quand je sais que je suis un peu down, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que y a un projet qui me plaît pas autant? Est-ce que c'est parce que je suis pas alignée sur un truc? Est-ce que j'ai un caillou dans la chaussure? J'ai toujours besoin de comprendre pourquoi et pour réaligner rapidement. Je vais pas laisser traîner. Est-ce que tu te connais parfaitement ou est-ce que ces analyses-là te permettent de te découvrir par moment encore? Non, je me connais parfaitement. Ça y est, là, c'est bon. Ouais, je pense que là, on est arrivé à un stade où ça va aller. Ok, je le vois. Je veux pas parler de la ligne d'arrivée, j'ai l'impression qu'il y en a pas et on va arrêter de parler de ça. Par contre, j'aimerais savoir, j'ai quand même l'impression que c'est de l'humain. D'ailleurs, vous êtes combien aujourd'hui à l'agence Melchior? À Paris, on est 40 et en Allemagne, ils sont 10. Ok. Tu peux me parler de chiffres? J'ai oublié de te demander. Là, en France, on n'aime pas. Hein. Si. À Paris, on fait 4 millions. Ok. Je crois. À Paris, on fait 4 millions et en Allemagne, on fait un peu plus d'1 million. Est-ce que ton objectif, si on se parle dans 10 ans, il est sur du chiffre d'affaires, il est sur du nombre de clients à accompagner? Jamais. Même si tu nous le donnes pas. Je n'ai jamais d'objectif chiffré, quantifié. Parce que c'est pas ma façon de penser. Donc ton objectif, il est sur de la créa. Là, il y a déjà des... Alors,
Je pense que ça peut paraître totalement niais ce que je vais dire, mais en fait mon objectif c'est de prendre du plaisir parce que je sais que si je prends du plaisir, il y a une sorte de système vertueux qui se met en place où Ok. je prends du plaisir, je rayonne, j'ai une énergie de ouf, j'embarque les gens avec moi, j'ai envie de créer, les gens ils ont envie de créer, on a tous envie de créer et on développe. Voilà. Et en fait moi c'est mon seul drive. Création, engager des personnes, inspirer, la passion. Bref, si t'étais pas entrepreneur, tu serais quoi, Clarisse? Dans quoi tu pourrais retrouver un petit peu ou tous ces points-là? Dans quel job? Je pense que dans le soin des autres. Le care, Le care, ouais. 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 Ok. Ouais. En mode santé ou pas forcément? Peut-être plus, je sais pas. Le care, le soin Ok. de l'autre. Le soin de l'autre. Je pense que ça recoupe beaucoup de ma passion du bien-être et du mieux-être en général. Ok. Et on va dire que c'est un peu c'est mon jardin secret. Voilà. Tu le sais, je t'ai dit, je veux parler d'héritage. Je vais pas mettre le contexte, je vais juste parler d'héritage. J'aimerais connaître une petite chose déjà sur... bon, je pense que toi, ton mari, votre famille, vous vivez bien. J'aimerais comprendre, est-ce que tu laisseras beaucoup d'argent à tes enfants demain et est-ce que tu travailles pour ça, par exemple? J'aimerais voir un petit peu ta vision, tu vois, du rapport financier et de la réussite. Ce que je veux laisser à mes... Alors, j'ai qu'un fils. Ok, Mais ce que je veux laisser à mon fils, c'est le... la liberté et le choix de pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Alors, est-ce que ça passe par avoir de l'argent? Ouais, c'est un moyen, c'est pas une fin d'avoir de l'argent. Mais en tout cas, moi, j'éduque mon fils pour que dans la vie, il puisse choisir tout ce qu'il a envie de faire. Je lui dis à l'école, tu peux très bien travailler ou tu peux ne pas bien travailler. C'est toi qui choisis en fait. Mais plus tu travailles bien, plus tu fais toutes les des portes choses. sont ouvertes. Hmm. Moins tu travailles bien, il y a des portes qui se ferment. L'essentiel, c'est d'avoir le maximum de portes ouvertes pour que tu puisses aller vers la porte dans laquelle tu as envie d'aller. Tout simplement. Et moi, c'est mon drive dans l'éducation. Voilà. Est-ce que j'ai quand même le sentiment que tu as envie qu'il s'épanouisse, qu'il fasse des choses par lui-même, que ce soit pas un fruit financièrement de ce que vous avez créé? Comment on fait pour retransmettre cette importance de se réaliser sans l'urgence financière, émotive, etc. Tu vois ce que je veux Le dire ou pas? travail. Comment tu retransmets cette valeur travail sans mettre de la pression, mais de l'envie, tu vois? Bah en fait, on a quand même un fils qui nous voit travailler énormément parce que moi, je suis une énorme travailleuse. Mimétisme. Je travaille 15-18 heures par jour. Mon mari aussi. En fait, si on ne lui donne pas Enfin, si on ne lui montre pas cette valeur travail, il en a aucune parce que vraiment, il nous voit travailler. Et il voit, et on lui explique. On lui explique Ok. que le travail est constitutif d'une certaine liberté. Puisque forcément, quand on travaille, ça nous permet d'avoir plus de perspectives. Le travail est, pour moi, le travail est une colonne vertébrale dans ma vie. C'est-à-dire que peut-être que demain, je ferai autre chose, mais en tout cas, je ne peux pas concevoir de ne pas travailler. T'as besoin d'être productif dans ta vie, d'apporter de la valeur, de créer de la valeur. Pas forcément productif, parce que je trouve que le mot productif, il est un peu, c'est un mot que j'aime pas. Il y a un côté productif, productivité, Mais tu sais qui moi me chiller? dérange. Est-ce que je sais chiller? Ouais. Ah, j'adore ça, c'est ma passion. Ah ouais? Ah, j'adore chiller. Est-ce Mais que tu sais switcher ton cerveau en off? Parce que je suis sûr que t'as plein d'idées à la minute. non, je sais pas switcher mon cerveau en off, mais par contre, j'adore ne rien faire. Ok. Et vu que c'est quelque chose que je ne fais jamais, forcément, quand je le fais, je suis d'autant plus contente de le faire. Mais je ne peux pas considérer ne pas travailler. Le travail, pour moi, c'est la colonne vertébrale de ma vie. C'est la raison pour laquelle t'as réussi, on est d'accord? C'est le travail plus que le talent, plus que quoi que ce soit. Ah ben moi, je pense que de toute façon, quand on a du talent mais qu'on ne travaille pas, on n'y arrive pas. On peut y arriver, mais ça ne durera pas. Le travail fait qu'à un moment donné, moi, je suis une laborieuse. Moi, je suis une vraie laborieuse. Et c'est-à-dire que sur la ligne d'arrivée, bah en fait, c'est les vrais laborieux qui réussissent. Parlons juste du travail, du fait que tu sois laborieuse, comme tu dis. Déjà, tu étais bonne élève.
Ouais, j'étais bonne élève, ouais. Ok. Ouais. Toi, peut-être à la différence de ton fils, mais est-ce que tu le voyais, genre, je dois réussir et limite, si je réussis pas, c'est très grave? Ou à l'inverse, tu voyais déjà le truc du travail, genre, discipline, j'arrive à mes résultats, c'est aussi je sécrète la sérotonine, l'hormone du bonheur, la satisfaction, et donc, du coup, c'est une envie, c'est pas un devoir. Je pense que ma famille m'a formaté dans le fait qu'il fallait réussir, quoi. Ok, donc c'était quand même ok. Est-ce que le Voilà. fait de devoir bosser pour des trucs qui te faisaient chier avant, et là je parle de l'école, parce que moi ça a été le cas, est-ce que le jour où tu as commencé à prendre du plaisir dans ce que tu faisais, tu t'es dit, en fait le travail c'est facile pour toi? Je trouve pas que le travail c'est facile, pas du tout. Mais moi je prends du plaisir. C'est un peu maso ce que je veux dire, mais je prends du plaisir dans le dépassement de soi. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, tu veux En du fait, challenge. Les ouais, victoires faciles, t'aimes pas? non. Non? Mais par exemple, quand je peux travailler très longtemps et que finalement j'arrive à mes fins et que ça m'a coûté, que je me suis dépassée, ça c'est extrêmement euh, gratifiant. On va switcher, et là j'avais une question tout à l'heure, on en parlait. Parler de cuisine, de gastronomie. C'est quoi la diff entre un bon chef et un chef étoilé? Je surnomme ça. Alors, on peut être un très très bon chef et pas étoilé. Et on peut être un chef étoilé Sans être exceptionnel? sans être exceptionnel. Donc l'étoile Euh, c'est surcoté un peu? non, pas du tout, pas du tout. C'est un référentiel de valeur comme un autre. Ok. Voilà. Mais en l'occurrence, il n'existe pas que les étoiles pour juger de la qualité d'un chef. Voilà. Et finalement, un bon chef, c'est encore une fois ce qu'on a au fond de soi. C'est son niveau créatif, c'est son exigence, sa rigueur, sa capacité à créer. Créativité avant tout et énergie. Je veux juste savoir, concernant ton mari, ton conjoint, pourquoi il a réussi selon toi? Toi qui en as vu de ses pairs, enfin de ses confrères plutôt. Qu'est-ce qui fait son Euh, unicité? En numéro un, c'est son immense puissance de travail. Voilà. On s'est pas trouvé pour rien. On est deux laborieux tous les deux, avec une énorme puissance de travail. Et il m'a appris ça. Et encore une fois, pour répondre à la question de tout à l'heure de comment je suis arrivée à l'entrepreneuriat, c'est parce que finalement, en étant avec Eric, quand je l'ai connu, il était effectivement salarié au Bristol, mais il avait eu son restaurant par le passé, à une époque où je ne l'avais pas connu, mais en tout cas, il a eu il a été entrepreneur et il l'est aujourd'hui. Et en fait, c'est lui qui m'a donné ce goût à l'entrepreneuriat. Et donc, il a une puissance de travail que je n'ai jamais vue chez quelqu'un, qui est inouïe, inouïe. Et je pense que c'est vraiment. Alors évidemment, il a une intelligence du goût qui est hors pair, C'est mieux. évidemment. Un cuisinier, Mais ouais. c'est avant tout parce qu'il c'est un énorme travailleur. Bon, ben on le salue quand même. J'espère qu'il va nous regarder. Ouais. Je vais finir avec mes dernières petites questions du tac au tac. Tu vas très vite comprendre. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse au quotidien, Clarisse? 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Je sais même pas, ça veut dire quoi être riche. Je suis incapable de répondre à cette question. Joker? Non, en fait, je suis extrêmement riche des rencontres que je fais et je remercie vraiment chaque jour la vie de m'apporter les rencontres que je fais. Tu cherches plus de richesse aujourd'hui ou tu attends que ta vie te va très bien comme ça? Je suis insatiable de rencontres. Donc Absolument. il y a pas de limite à la richesse. Ouais. On a bien compris, on parle pas d'argent là. Bon, ok. Ouais. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point toi, ton job d'entrepreneur, d'entrepreneuse, tu dis comment toi? Entrepreneur. Avec un E. Ouais. À quel point ce quotidien d'entrepreneur, toi, t'apporte du sens dans ta vie personnelle? 7. Est-ce que cette réponse aurait évolué avant versus après la naissance de ton fils? Bon, en fait, très clairement, je vais pas répondre du tac au tac, mais en fait, clairement, le fait d'avoir un enfant, ça remet quand même l'église au milieu du village. Et même si je bosse énormément, même si je suis passionnée par mon métier et que je donne toute ma vie à ce métier, ma priorité reste ma famille. Donc Vraiment. ça aurait été peut-être un 8 ou 9 et là on est passé à 7. Oui, parce Sur que le travail. Hein. oui, et parce que quoi qu'il arrive, j'ai une immense fierté. Et vraiment, pour moi, c'est une grande fierté, c'est d'avoir de réussir à combiner les deux.
parce que je pense que je suis une super maman. Je pense que je m'occupe très très bien de mon fils, que je suis très impliquée dans son éducation et qu'à côté de ça, je gère ma boîte plutôt pas mal et que je pense que je suis très fière de ça. Et pour pas trahir de secret, en off, quand je faisais ma prépa et que t'étais au téléphone, je t'ai dit donc tu passes de la CEO à la maman en un seul call. Incroyable. Et c'est mon avant-dernière question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point toi, ce quotidien d'entrepreneur, te demande de l'effort ou est difficile? 10, c'est très difficile. Donc une grosse corrélation entre la difficulté et le bonheur. On en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, évidemment. Et c'est ma dernière question. Et j'espère que, j'ai pas le nom de ton fils, mais j'espère qu'il nous regarde. C'est quoi la matière que lui, comme tous ses camarades, devrait avoir en primaire, mais qu'on n'a pas eu la chance, toi et moi, d'avoir? C'est quoi la matière qui nous manque? Apprendre à savoir cuisiner et manger. On est français en plus, c'est un truc de ouf. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas de cours de cuisine. Je Non. serais curieux de savoir comment Eric est tombé là-dedans. Non, mais en fait, aujourd'hui, les enfants, malheureusement, ils mangent. On mange tous moins bien qu'avant, je pense, parce que tous les parents travaillent quand même beaucoup et qu'en fait, souvent, les enfants, il y a on mange beaucoup de choses industrielles ou rapides, etc. Et forcément, quand même, je pense que les enfants de manière générale, on se nourrit moins bien qu'avant. Alors que c'est grave ludique de faire à manger. Là, c'est la Chandeleur en plus. Non, mais bien sûr. Et puis même, en fait, il faut savoir bien manger pour bien vivre, bien se nourrir. Tu vois mon sourire avec ma dernière question qui vient de me pop-up à l'esprit. Comment ne pas te la poser? Est-ce que t'es une bonne cuistot? Et ne mens pas, Clarisse. Non. Non. Non, mais j'ai un très bon chef à la maison. Et ça marche aussi. Bon, les amis, à défaut d'être un bon cuistot, trouvez votre moitié qui cuisine bien. Non, plus sérieusement, un grand merci, Clarisse. Merci parce merci, que... Yacine, merci à toi. Tu vois, toutes les questions, et je m'en suis rendu compte récemment, c'est que je suis quelqu'un qui projette aussi mes peurs sur mes invités, et c'est ce que je cherche à la fin de ce podcast. C'est va apprendre ton texte, fais-le ce soir. Il n'y a aucune raison que si tu mets l'énergie et l'intention, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc voilà, bon, on n'en a pas parlé, mais évidemment, il y a des doutes, ça fait partie du quotidien. Toujours. Je pense que l'entourage est là pour vous rappeler aussi que vous êtes au bon endroit au bon moment. Et puis le podcast aussi, j'espère. Donc voilà, un grand merde à toutes les personnes qui écoutent, qui nous regardent. Merci d'être là. Et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Un grand merci, Clarisse. Merci, Yacine, et bonne chance pour ce soir. Aïe, aïe, aïe. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi. Je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.